7 janvier 2021, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres à développer. Le 24 janvier prochain, les travailleurs du Bénin sont invités à voter pour la désignation des centrales et confédérations syndicales les plus représentatives. Comment se préparent ces élections professionnelles? Notre rédaction s'est intéressée au sujet. Le reportage est à suivre en début de ce journal. Fini les moments d'intense activité commerciale avec les fêtes de fin d'année au marché d'Antokpa. Plus d'affluence et plus de bousculades. La vie reprend son cours normal dans une certaine timidité. Ambiance au marché d'Antokpa après les fêtes de fin d'année. Le reportage est à voir dans un court instant. Deuxième session de remise à niveau des encadreurs en lice pour l'animation des classes sportives. La formation a démarré hier à Cotonou dans la salle de conférence du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Pour commencer, je vous invite à faire un tour à la Bourse du Travail en cette veille des élections professionnelles prévues pour le 24 janvier prochain. À l'occasion, les travailleurs sont invités à procéder à la désignation des centrales et confédérations syndicales les plus représentatives. En attendant le jour J, la campagne bat son plein et les débats vont bon train autour du mode du scrutin retenu par le gouvernement à l'occasion. Il s'agit bien entendu du vote électronique. C'est un reportage signé Nagui Balagui et Elvis Tonou. Bureau fermé, couloir, désert et silence radio. C'est un calme plat des jours habituels qui régnait sur la Bourse du Travail ce mardi 5 janvier 2021. Mais un calme qui cache mal l'ambiance réelle en cette veille des élections professionnelles. Dans le starting block, un peu moins d'une dizaine de centrales et confédérations syndicales prétendant à la représentativité. La course est bien lancée. Les élections professionnelles, qu'est-ce qu'il faut? Les élections professionnelles, précisément nationales, permettent aux travailleurs de désigner les ou la confédération centrale la plus représentative qui va porter la voix des travailleurs auprès du gouvernement autour de leurs différentes revendications. On mesure l'audience de chaque centrale et confédération syndicale, on mesure le poids, si je peux parler ainsi, de chaque centrale et confédération syndicale. Le débat ne doit pas être un débat de personne, ce qui est querelle de personne, parce que ça a déjà commencé à prendre ses relents, de débat de personne. Il faut, n'est-ce pas, aller faire les travailleurs, convaincre pour que les travailleurs puissent vous faire confiance. Donc, les attentes, c'est cela, la capacité de l'organisation à pouvoir défendre les travailleurs. Objectif 20% et tout le monde se bat, les yeux rivés sur l'enjeu et sur le terrain. Des offres différentes pour autant de styles au choix d'un électorat qui, sans nul doute, tiendra compte de l'état actuel de la lutte syndicale et des changements attendus. Quand on va finir les élections, on verra le premier, le deuxième, ainsi de suite. Mais compte tenu de la représentativité de chacun, compte tenu du nombre d'électeurs et de militants que chaque confédération comporte. Les travailleurs ont beaucoup de revendications. Il faut élire des centrales dont les responsables sont courageux, sont capables devant le gouvernement de défendre ces revendications-là. Les travailleurs pensent aujourd'hui que le syndicat n'est plus... Le syndicat n'est plus ce qu'il a d'habitude été. C'est vrai. Ce qui se passait, c'est l'approche qu'on avait. On attend de voir le syndicat dans un conflit, dans un affrontement avec le pouvoir. Mais avec les réalités du terrain, le syndicat fait un peu sa mue. Et c'est cela, ce défi, faire preuve de résilience, tenir compte des réalités qui sont les nôtres pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, la défense des intérêts des travailleurs. Le débat promet donc d'être riche avec un partage, une inquiétude liée au mode de scrutin. Le gouvernement a décidé, ce sera le vote électronique et réalisme pour réalisme. En fait, c'est la première fois, nous avons un peu d'inquiétude, mais nous, au niveau de la CSA, nous savons prendre les inquiétudes pour des opportunités. Nous sommes en train de ratisser l'âge pour que nos camarades puissent voter. La CSTB prend part aux élections, mais se bat contre la fraude. Parce que, le vote électronique n'était pas prévu
dans les textes. Et on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. Il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver à redire, parce qu'ici, c'est des hommes qui sont à la manœuvre, des techniciens qui sont à la manœuvre, et on peut dire il est possible qu'il y ait des manipulations, mais si la société à laquelle on confie, n'est-ce pas, qui a en charge d'organiser ce vote, fait bien son travail et ne se mêle pas et livre les choses comme on doit les livrer, les résultats comme on doit les livrer, on va féliciter le gouvernement parce qu'on aura au moins des résultats qui sont des résultats et qui sont fiables. Mais nous avons exprimé nos inquiétudes. Nous l'avons exprimé au niveau du comité électoral national. Nous l'avons exprimé également au niveau devant Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique, qui nous a rassurés de ce que les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir pallier à ces difficultés, à ces inquiétudes que nous avons soulevées. Et par rapport à ça, au niveau de l'UNSTB, nous travaillons dans le sens, et d'ailleurs comme toutes les confédérations, nous travaillons dans le sens de participer à cette élection avec cette innovation. Pour l'heure, la campagne bat son plein. Sur le terrain, les opérations de charme se multiplient. Au total, 7 centrales et confédérations syndicales ont pris date pour le 24 janvier prochain, laquelle l'emportera bien malin, qui pourra le dire. Et toujours dans l'actualité nationale, eh bien, hier mercredi, comme chaque mercredi d'ailleurs, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises par les membres du gouvernement au cours de cette réunion hebdomadaire. Les détails dans cette intervention du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté le décret d'application de la loi numéro 2020-2 du 20 mars 2020 portant Code des investissements en République du Bénin, ainsi que les décrets portant nomination du président et des membres du secrétariat de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire de l'AIEA, puis nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut géographique national, IGN. Au titre des communications, réalisation de divers travaux d'aménagement à l'aéroport international de Cotonou. Ces travaux concernent la reconfiguration et l'aménagement de la zone sud de l'aéroport ainsi que les aménagements complémentaires de l'espace extérieur du pavillon présidentiel. Par ailleurs, la recherche de l'efficacité et de la qualité des services d'assistance en escale a nécessité la mise en concession de ce volet avec une société de réputation internationale. Toutes ces interventions visent à offrir un meilleur confort aux voyageurs et à renforcer l'attractivité de la destination Bénin. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère du Plan et du Développement. Directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Monsieur Jules Daga, directeur départemental du plan et du développement de l'Atakura. Monsieur Cyril Kouagou, directeur départemental du plan et du développement de la Donga. Monsieur Abdou Rassidou Zibrila, directeur départemental du plan et du développement de l'Atlantique et du littoral. Monsieur Fortuné Armand Agbo, directeur départemental du plan et du développement du Zou et des collines. Monsieur Kofi Philippe Ganti, au ministère de la Justice et de la Législation, et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, directeur de cabinet, Monsieur Michel Adjaka, directeur adjoint de cabinet, Monsieur Gilbert Ulrich Togbonon, au secrétariat général du ministère, Monsieur Blaise Gilbert Isaac Kisezounon, dans les juridictions, à la Cour d'appel de Cotonou, premier substitut général, Monsieur Amaté Christian Cyprien Serge Ataï, troisième substitut général, Monsieur Thomas Maouillon Dassi,
à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, procureur spécial, M. Elom Mario Pierre-Cécile Métonou. Au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, procureur de la République, M. Jules Aroga. Autre chose maintenant, après l'euphorie des fêtes de fin d'année, la vie reprend son cours normal. Au marché d'Antokwa, par exemple, le commerce a repris avec une certaine timidité, plus d'affluence et plus de bousculade. Zoom sur la reprise des activités commerciales à Dantokwa en ce début d'année. Le reportage est signé Clément Achade et Deon Pepi. Après les dernières opérations de vente et achat de fin d'année, voici le nouveau visage que présente le marché international d'Antokwa. En cette matinée de mardi, les commerçants et commerçantes du grand marché international font le toilettage avant le démarrage proprement dit des activités pour le compte de la nouvelle année. Si les baraques et hangars sont vides par endroits, des boutiques sont ouvertes à d'autres mais sans l'affluence habituelle. Un casse-tête pour les commerçants. Bon, pour le moment, nous voyons, après les fêtes, où même vous pouvez constater le marché est vide pratiquement. C'est bon, beaucoup sont allés certainement très loin fêter. On attend d'ici demain ou après-demain pour pouvoir faire un constat. Avant, à l'approche des fêtes, on avait la ferme assurance de vendre les marchandises afin de payer nos dettes, mais cette année, ce n'est pas le cas. Les clients ne viennent plus acheter. Je fais des prêts afin de trouver l'argent de transport pour me rendre au marché, espérant vendre et rembourser. Mais tel n'est pas le cas. La veille de Noël précédente était mieux comparativement à cette veille de Noël de cette année. Pas assez de clients en période de fête là, mais pas mal. Chaque jour quand on vient, ce qu'on doit gagner là, on les trouve. Donc on doit remercier le bon Dieu. On n'ouvre pas et fermer la boutique pour dire ah aujourd'hui nous sommes arrivés sans rien gagner. Non, ça jamais. Toujours nous sommes là. Dès que la fête est finie là, nous on a commencé en même temps. Dès le premier même, nous sommes déjà au marché pour eux. Et parce qu'il y a certains gens qui n'ont pas trouvé l'occasion pour venir les 30, les 31. Donc c'est à partir du premier, le 2, ainsi de suite qu'ils peuvent avoir l'occasion pour venir. Cette mévente s'explique par le faible pouvoir d'achat des usagers après les traditionnelles dépenses des fêtes de fin d'année, mais aussi les conséquences de la crise mondiale liée à la pandémie Covid-19. La période des fêtes, bon, la santé y est d'abord. Seulement l'affluence de tous les jours, nous n'en avons pas depuis un certain temps, vu la crise économique mondiale, même sociale et ou sanitaire, comme tout le monde le constate. Donc ça va, à part ça, bon, le commerce, on essaie de faire avec. Vous savez, il y a plus de vendeurs aujourd'hui aussi que d'acheteurs. Bon, on ne peut que dire merci à ceux qui viennent. Bon, mais il n'y a pas une grande affluence, mais on essaie de faire avec. Les autorités de la Société de gestion des marchés autonomes, SOGEMA, sont bien conscientes de la situation qui, selon elles, est loin d'être une première. Le directeur général se veut rassurant et promet de bonnes nouvelles aux usagers du marché d'Antokwa quant à leurs conditions de vie et d'activité commerciale en 2021. Nous voudrons profiter donc de votre micro pour rassurer les uns et les autres que la SOGEMA reste et restera à l'écoute des usagers au jour le jour. Nous sommes là pour répondre quotidiennement des préoccupations de nos usagers, puisque nos premiers partenaires, ce sont nos usagers. Et donc, je voudrais les rassurer que durant cette nouvelle année, tout au long de cette nouvelle année, nous sommes disposés, disponibles à répondre à leurs préoccupations quotidiennement. Chez certaines commerçantes, l'heure est au bilan de l'année écoulée avant de se projeter sur l'année commerciale 2021. 2021, année d'espoir et de grands changements selon ces dernières. La vente pendant la période des fêtes au cours de cette année, ça s'est bien passé. On remercie Dieu. Après les fêtes, là, le samedi, là, on a vendu. Les gens sont venus massivement. On a vendu. Mais le lundi, là, nous, on n'était pas ici. C'est aujourd'hui qu'on est venu. Oui, je suis rassurée. Ils viendront. C'est l'occasion
pour nous d'inviter tous nos clients à venir chez nous. Je demande à nos autorités de nous venir en aide car, espérons beaucoup de nos dirigeants, nous rendons grâce à Dieu et au président Talon car c'est grâce à sa chance nous arrivons à joindre les deux bouts. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes au 5. La fête, ça s'est bien passé, pas mal. Mais les activités, nous tous on sait que ça va évoluer parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle an. Donc, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, ça va évoluer. Seulement que le marché n'a pas de mouvement, quoi. La Sogema profite de cette pause pour rappeler aux usagers la fin des travaux de construction des marchés modernes dans plusieurs villes du Bénin. Un ambitieux projet du gouvernement dont la première phase fait déjà école dans la sous-région. Je voudrais par la suite vous rassurer que la Sogema est toujours omniprésente dans les marchés pour gérer au quotidien les problèmes, les différents problèmes issus donc du marché et gérer également les problèmes liés à l'assainissement. Le gouvernement a déjà tout prévu. Nous ne sommes que les bénéficiaires et notre souhait, c'est de prier pour la continuité, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'est de prier pour la continuité pour que les femmes puissent véritablement se retrouver dans ce nouveau marché sous peu. Et courant cette année, nous prions également pour que la seconde phase puisse démarrer, pour que toutes les femmes, tous les commerçants de nos marchés respectifs puissent se retrouver dans de nouveaux marchés pour continuer les activités. Vaille que vaille, acheteurs et vendeurs du marché international d'Antokpa ont repris les activités commerciales malgré la faible affluence au lendemain de la fête du Nouvel An. En attendant le grand nombre, le petit commerce tourne, mais au ralenti. Vous l'avez suivi dans ce reportage, les autorités en charge de la gestion du marché annoncent et promettent de bonnes nouvelles pour 2021. Plusieurs décisions sont en cours pour mettre fin aux cas de fraude dans les marchés, les installations clandestines des usagers et les recouvrements non versés à la Société de gestion des marchés. Invité hier sur notre émission matinale Actu Matin, Armand Gansset, directeur général de la Sogema, s'est prononcé sur la situation. Je vous invite à le suivre. Avec le commissaire de Dantokpa, nous avions effectué une descente inopinée dans le marché hier pour contrôler les choses, reprendre la dimension des choses. Mais dans cette descente, au cours de la descente, nous avons constaté, on a fait des constats très amers. Wow. Très amers, aussi bien au niveau de nos agents, que je qualifie d'indélicats, qu'au niveau des usagers également. Et donc, nous avons pris des dispositions pour pouvoir pallier rapidement ces situations. Les usagers ont pris d'assaut les terre-pleins centraux, les abords donc, des voies. Et il y en a qui ont carrément obstrué les voies. Et donc, des situations que nous combattons au quotidien. Parce que lorsqu'il n'y a pas une fluidité au niveau de la circulation, on se livre au cas de braquage. Les petits voyous dérangent les gens dans le marché. Alors, si on laisse les petits voyous déranger les gens dans le marché, les clients fuient les marchés. Donc, on a constaté que les gens ont pris d'assaut les terre-pleins centraux, notamment la zone station Legba jusqu'à la pharmacie K-Thérapie. Vous allez constater qu'il y a du monde, qu'il y a de l'affluence là. Alors que tous ces usagers ont leurs emplacements dans le marché. C'est ça. Vous voyez? Et puis, ce qui nous dérange, c'est que très souvent, ce sont des responsables locaux qui les positionnent, ces endroits-là, contre des pitances. Wow. Ouais, donc, avec le commissaire, on a commencé un travail. Il est vrai qu'au niveau donc, du commissaire d'Antokpa, il y a un problème d'effectifs. Ils étaient entre-temps 44. Malgré les 44, il y avait un point d'effectif. Aujourd'hui, ils sont à 37. Et étant donné que le commissaire d'Antokpa, c'est ce commissariat qui accompagne la Sogema dans le cadre donc, de la sécurité et de la régularisation des situations. Dans le marché, nous avions écrit au ministre de l'Intérieur pour solliciter donc, de sa part un appui en effectif au niveau du commissariat d'Antokpa. C'est le lieu pour moi de remercier aussi le ministre parce qu'après, à la suite donc, de notre écrit, il nous a envoyé certains membres de son cabinet qui sont à nous voir pour faire les mêmes constats avec nous. Donc, nous attendons la suite. Merci beaucoup de nos agents. Nous constatons que malgré les mesures qui sont prises
à leur encontre, les agents continuent donc de saboter la SOGEMA. Parce que le fait de se livrer à la concussion, d'installer anarchiquement et clandestinement les usagers, sans recevoir l'accord préalable de la SOGEMA, c'est une manière de frauder, c'est une manière donc de contribuer au non-développement de la SOGEMA. Et donc, nous avons constaté hier qu'il y a des agents qui reçoivent de l'argent dans le marché, mais qui ne reviennent pas les verser à la SOGEMA. Avec le commissaire, on a situé les responsabilités et d'ici là, vous verrez les dispositions que nous allons prendre à cet effet. Dans un tout autre registre, maintenant, on s'intéresse à la fin de la formation des jeunes arbitres de football. Ils ont été formés à l'université d'Abomey-Calavi sur initiative du gouvernement. C'est un programme qui est appuyé par la FIFA et exécuté par l'Office béninois de sport scolaire et universitaire. Objectif du programme, détecter les jeunes talents. Reportage. Ils sont 264 à participer à la formation des jeunes arbitres de football qui a duré 4 jours. Il s'agit en effet d'un programme initié par le gouvernement et financé par la FIFA. Piloté par l'Office béninois de sport scolaire et universitaire, l'activité a permis à ces jeunes d'éclore leur talent d'arbitre. Nous sommes partis de plus de 1000 jeunes pour en arriver aujourd'hui de formation en formation et d'affinement à 264 jeunes en l'occurrence. Et au terme donc de cette formation, nous arrivons à 180 jeunes. Ça veut dire que nous faisons un travail qui est rigoureux de suivi de ces jeunes-là, parce que l'objectif pour nous n'est pas non plus de déverser sur le marché de l'arbitrage n'importe qui. Donc nous tenons à ce que ce soit des bons arbitres que le Bénin va révéler d'ici quelques années. Le projet fait partie intégrante du programme d'action du gouvernement Volet Sport. À cette 3e phase de la formation, plusieurs thématiques ont été abordées. Nous avons 5 thèmes, c'est les incidents à la surface de réparation, c'est la faute de main, c'est le hors-jeu, c'est le placement et le déplacement, et c'est quelques notions de VAR. Tout ça, ce sont des termes qu'on développe à chaque niveau. Oui, nous avons décidé de nous investir dans ce projet parce que le Bénin est venu avec un bon projet. Et ils sont venus demander le soutien. On a signé un accord avec le gouvernement il y a quelques années et maintenant nous sommes dans l'implémentation. Et nous nous sommes engagés dans différents domaines et le domaine de l'arbitrage en faisait partie. Et nous sommes très contents de voir le résultat, ce à quoi ça a abouti aujourd'hui. Le programme des jeunes arbitres constitue un pan du projet Jeunes officiel. Outre le volet arbitre, il est également prévu les volets coach, reporters sportifs, secouristes, médecins et organisateurs d'événements sportifs. Et les encadreurs en lice pour l'animation des classes sportives dans le domaine du football sont en formation depuis hier. C'est dans le cadre de la 2e session de la remise à niveau des encadreurs. Les séances se déroulent dans la salle de conférence du Palais des Sports du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ali Moumouni, Henri Ganti. C'est parti pour 3 jours de formation des encadreurs de football appelés à animer les classes sportives au titre de l'année scolaire 2020-2021. Cette session de renforcement de leurs capacités est la 2e, initiée par le ministère des Sports avant la rentrée. Elle est conduite par 2 encadreurs français envoyés par la Fédération internationale de football association FIFA dans le cadre du programme Football for School, un projet pour lequel le Bénin, par ses initiatives, est retenu comme pays pilote. La formation va être de haute qualité. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en train de travailler avec les personnes du ministère pour mettre un beau projet en place, pas juste aujourd'hui, mais sur du long terme, sur plusieurs mois, essayer qu'il y ait un suivi par rapport à tout ce programme dans les écoles. Pour l'année scolaire 2020-2021, ils sont plus de 200 encadreurs de football qui sont concernés. Cette première vague prend en compte les départements de l'Atlantique et du littoral. Ce que nous sommes en train de faire ce matin relève de l'aboutissement d'un travail de l'ombre qui a été fait depuis de longs mois. Vous vous rappelez certainement qu'en décembre 2016, nous avions lancé le programme d'action du gouvernement et qu'à cette occasion, M. Oswald Omeki, ministre des Sports, disait que le souhait du gouvernement béninois, le gouvernement du président Patrice Talon, c'est que dans quelques années, les résultats que nous aurons dans le sport ne soient plus le fruit du hasard,
mais plutôt la résultante, la conséquence d'un travail rigoureux, planifié, mis en exécution avec acharnement. Après Cotonou, les formateurs seront dans l'Ouémé pour la suite de la session au profit des encadreurs des autres départements concernés. En page magazine de ce journal à présent, je vous invite à faire un tour à Abomey. Une visite à travers la ville vous permettra certainement d'apprécier des murs de hauteur impressionnants. Ils sont communément appelés aroro et sont une invention des rois du Dahomey. Ces masses de terre aux couleurs rougeâtres nous plongent dans le secret de l'histoire de leur construction. C'est un magazine signé Imet Elena Moussou. Il se dresse majestueusement sur le site des palais royaux d'Abomey, jadis cœur du pouvoir du royaume de Dahomey. Ces romus impressionnent par leur hauteur. Ils attirent par leur couleur, propriété de la latérite, roche dont regorge le sol du plateau d'Abomey, et matière première entrant dans la construction de ces murs appelés aroro en langue locale fongbe. Infranchissable. Aroro assure protection et sécurité aux palais royaux, résidence privée des souverains et prétendants désignés au trône. Aroro cerne le palais du roi, c'est-à-dire que le palais du roi est infranchissable, raison pour laquelle on a fait les murs très très élevés. Ce ne sont pas les murs intérieurs, les murs intérieurs ont des hauteurs normales, mais les murs de clôture, c'est aroro, qui ne permettent pas à n'importe quel individu d'escalader. Donc, aroro a une hauteur au minimum de 6 mètres. Son épaisseur de base était de 1,5 mètre, qui diminue au fur et à mesure vers le haut. Aroro dont on parle est une invention de nos ancêtres. Sa hauteur avoisine les 4,50 mètres. Personne ne peut le franchir. Il y en a aussi de moins grands. Seul le roi avait prérogative d'en faire la demande, de prendre les dispositions y afférentes avant d'autoriser sa construction aux familles qui détiennent le savoir-faire. Pour construire aroro, il faut consulter les entrepreneurs d'autrefois. Le roi avait des entrepreneurs qui travaillaient spécialement pour les palais royaux. On les invite de Boli, Tanta, Boli, voilà, les familles Tonjo et les familles Achaka. Dans un autre village, Ngbega par exemple, il y a le quartier Sozou de Ngbega. On invite les familles Aoi de Sozou. Et ces familles-là arrivent pour étudier la terre pendant près d'une semaine avant de trouver où on va creuser le trou du mur. Et quand on a trouvé la bonne place pour creuser la terre, l'entrepreneur invite ses compagnons et ils s'alignent. On creuse et on ramasse la terre dans des paniers qu'on appelle achakpi. Et le premier plan, il donne au deuxième, le deuxième donne, le achakpi passe de main en main pour arriver à la place où on veut construire. C'est là qu'on va pétrir la terre maintenant. Et quand on pétrit la terre, on commence à monter les murs. Il y a les sortes de téliens et de l'huile usée qu'on trouve dans les huileries, ce qu'on appelle amitosson ou bien tekun. Ces huiles-là arrivent pour la fondation. Les murs qui commencent de la fondation jusqu'à 2 mètres reçoivent les tekun et quelques débris de téliens aussi. Après la base, on peut prêter avec n'importe quelle terre. La réalisation de ces édifices requiert la connaissance de quelques notions propres à la façon de construire ces murs. La procédure relève d'un art traditionnel.
On creuse et on récupère de la latérite en quantité suffisante qui est ensuite pétrie à l'aide des pieds, des mains et de la daba. Comme matériel de travail, nous utilisons nos mains pour construire et crépir. Les yeux nous servent d'équerre et de niveau. C'est ce dont on a hérité. Alors, ces vestiges, témoins de la maîtrise de la maçonnerie ancestrale, tiennent encore debout. Ce pan de mur de l'étage du roi Akaba dans son palais privé en est un exemple. Au musée Ouéronji, des blocs de terre ont bravé le temps et les aléas climatiques pour raconter aux visiteurs l'histoire tricentenaire du royaume de Dahomey. De nos jours, rien n'a changé dans la pratique de cette maçonnerie traditionnelle léguée de génération en génération. Sauf que le ciment entre désormais dans la composition des matériaux utilisés, ceci pour accélérer l'assèchement du mur. Par le passé, le travail se faisait durant des mois. La main-d'œuvre était essentiellement composée d'esclaves. Aujourd'hui, nous ajoutons du ciment au sable pour faciliter un assèchement rapide. Les murs sont naturels, mais sont des murs de protection. Ce qu'il faut enterrer dans la fondation avant de commencer les murs. Donc le roi, s'il finit de faire, les entrepreneurs aussi avant de commencer, offrent de la boisson et autre chose que je ne peux pas vous dire, avant de commencer la pose des murs. Et c'était réellement mystique. Dans la cité des Ouégbadjavi, nombre de ces murs tiennent encore debout, défiant ainsi la maçonnerie moderne. Ils rappellent l'ingéniosité architecturale dont peut se vanter tout descendant des souverains du Dahomey. Et voilà, c'est avec ce magazine que se referme ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention. Restez fidèles à la suite de nos programmes sur Canal 3 Bénin.